Aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison, on parle de l'hépatite B, VHB, un sujet de santé majeur encore trop peu compris. Symptômes, dépistage, mode de contamination, nous ferons le point sur la VHB. Nous verrons aussi pourquoi il n'y a pas de traitement systématique, quel est le lien entre les virus et les cancers du foie et comment préserver cet organe essentiel. Enfin, nous ferons un focus sur l'avenir, où on est la recherche sur la guérison fonctionnelle et à quel prix seront accessibles les futurs médicaments. Pour en parler, la fédération SOS Hépatite, représentée par Carmen Adey, référente hépatite B et vaccination, et le Dr Pascal Mélin, président de la fédération SOS Hépatite. Alors moi, c'est Carmen Adey, donc je suis bénévole à la base, c'est ça, pour aider les patients qui ont l'hépatite B. Je suis référente pour l'hépatite B et pour la vaccination. Et avec vous, on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir le président de la fédération, que je laisse présenter. Oui. Bonjour, je m'appelle Pascal Mélin, je suis médecin et patient. Je suis le président des SOS Hépatite et maladies du foie. C'est une association qu'on a créée en 96 avec des patients. À l'époque, il était extrêmement difficile d'avoir des informations concernant les maladies du foie et particulièrement l'hépatite C ou l'hépatite B. Donc des patients se sont dit, on va s'en occuper entre nous et on va aller chercher des informations et on va se soutenir les uns les autres. Voilà comment est né SOS Hépatite. Et aujourd'hui, on a élargi le champ des hépatites virales aux maladies métaboliques, au cancer du foie et à d'autres pathologies du foie. Au moins pour ce qui concerne le début de SOS Hépatite, l'histoire ressemble beaucoup à celle des associations de lutte contre le VIH. On vient de la même famille, même si dans cette émission de radio, on a très rarement parlé d'hépatite. Aujourd'hui, on va parler d'hépatite B parce qu'il y a eu certaines nouveautés intéressantes qu'on pourra développer pendant les émissions. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourrez déjà nous présenter qu'est-ce qu'une hépatite B, les symptômes, comment on la reconnaît et comment on peut être contaminé? Alors, je vais juste faire une digression qui va être intéressante pour vous, parce que le SOS Hépatite, notre modèle, effectivement, c'était les associations de malades du VIH. Et je vais peut-être vous rappeler un petit bout d'histoire que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez que les gens du VIH doivent énormément aux gens des hépatites virales? Pourquoi? Parce que dans les années 70, sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco, il y avait une communauté d'homosexuels qui était dans lequel il y avait des médecins, hépatologues et des infectiologues. Et ils avaient énormément de soucis avec leurs hépatites B. Ils n'arrivaient pas à se faire prendre en charge. Donc, ils ont créé une communauté de patients homosexuels atteints d'hépatite B. Et au sein de cette communauté-là, il y a eu les premiers cas de Kaposi. Mais c'est tous des gens qui avaient une hépatite B. Et c'est eux, en interne, qui ont dit aux médecins, on a des trucs bizarres qui sont en train de se passer. Et du coup, on a regardé ce qui se passait. Et c'est une alerte de patients qui a permis de faire prendre conscience aux médecins qu'il y avait une épidémie de VIH qui était en train d'arriver. Donc, vous voyez que c'est intéressant de voir comment 50 ans après, on se retrouve ensemble pour parler de l'hépatite B. Alors, l'hépatite B, c'est une maladie sexuellement transmissible. Ça, c'est le plus important à dire pour nous. Mais c'est une maladie sanguinement transmissible. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est une maladie non transmissible si on est vacciné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper l'hépatite B si je me suis correctement vacciné. Ça, c'est important. Alors, les symptômes, malheureusement pour nous, le plus souvent, il n'y en a pas. Il n'y a pas de symptômes. Une fois sur 10, quand on attrape l'hépatite B, on va faire une jaunisse et on va avoir des symptômes. Les gens peuvent être jaunes, vont avoir des douleurs articulaires, vont avoir un tableau qui ressemble à une grippe. Mais le plus souvent, ça ne donne aucun symptôme. Ça passe sous les radars et on s'en aperçoit pas. C'est pour ça qu'on appelle de nos voeux à ce qu'il y ait des dépistages le plus large possible, parce qu'on peut vivre depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une hépatite B sans le savoir et se retrouver un jour à apprendre qu'on a une cirrhose grave, alors qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait des dégâts qui étaient en train de se faire, parce qu'on a le temps d'intervenir en cas d'atteinte hépatique. Et puis le dernier mode de transmission qui n'est pas le plus important chez nous dans les pays riches, mais qui est important dans les pays en voie de développement, c'est la transmission de la mère à l'enfant.
On a dit il y a les transmissions sexuelles, les transmissions de sang à sang. Ça, c'est le problème de la toxicomanie, c'est le problème du tatouage, par exemple, quand il est fait dans de mauvaises conditions. Et quand une maman est porteuse d'une hépatite B qu'elle ne sait pas, elle le transmet à son bébé dans 90% des cas au moment de la naissance. En France, ça ne peut plus arriver parce qu'on oblige les femmes à se dépister et on a des stratégies de prise en charge pour éviter la contamination des bébés. Et quelles sont du coup les recommandations pour ce qui concerne le dépistage? Eh bien, on n'est pas clair et c'est assez drôle de voir que dans le VIH, 80%, 90% des gens qui se sont contaminés sont dépistés aujourd'hui et pris en charge. Aujourd'hui, on est à peine à 20-30% des gens porteurs d'hépatite B dépistés en France et sur la planète. On est à moins de 10% de gens qui sont pris en charge pour leur hépatite B. C'est une véritable catastrophe. Donc les recommandations, c'est les gens qui ont eu des facteurs de risque. Mais comme c'est une maladie qui est tellement sournoise, on n'arrive pas à bien dire quels sont les patients à risque. Les patients à risque, c'est les gens qui vont ne pas avoir été vaccinés, qui vont avoir eu une sexualité multiple, mais ça veut rien dire. De l'usage de drogue, ça veut rien dire. Qui vont avoir été transfusés, éventuellement il y a quelques années en arrière, qui viennent d'un pays d'endémie, parce qu'il y a des endroits comme la Thaïlande ou l'Asie du Sud-Est où 30% de la population est contaminée. Donc si on est migrant originaire de pays où il y a beaucoup d'hépatite B, il faut être dépisté. Et on voit bien que c'est rapidement stigmatisant le fait de se faire dépister parce que aujourd'hui on va dire tous les gens qui sont d'origine africaine doivent se faire dépister. C'est un raccourci dans lequel il ne faut pas rentrer. Donc nous on préfère dire il faut dépister le plus largement possible. Tout le monde doit être dépisté et vacciner si besoin. Carmen, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'aimerais rajouter, justement, ça ce sont les modes de contamination connus, les plus importants je dirais, mais souvent aussi, peut-être pour un peu déstigmatiser, il faut mentionner qu'il y a des endroits où on peut être contaminé qui ne sont pas forcément des conduites addictives, par exemple chez le dentiste, si c'est un dentiste, et dans les pays africains aussi, surtout un dentiste qui ne nettoie pas correctement, même s'il nettoie un peu le matériel, c'est insuffisant, il contamine. S'il a un patient qui a l'hépatite B, il contamine tous les autres patients qui suivent. Il y a le dentiste, il y a aussi les bijoux, les boucles d'oreilles. Si le matériel utilisé, c'est pareil, il sert de l'un à l'autre, il contamine. Et récemment, oui, j'ai connaissance d'une personne qui m'a dit ils ont dans leur coutume de poser une boucle d'oreille au bébé tout de suite. Alors, si le matériel il n'est pas stérile, il y a un bébé qui a l'hépatite B, ils le transmettent aux autres avec ce matériel. Donc, il y a des modes de contamination que les gens n'ont pas forcément en tête parce que toute personne qui est contaminée cherche comment je l'ai eu. Souvent, il n'y a pas de réponse, mais c'est important de mentionner aussi. Ou alors dans l'intrafamilial, c'est la brosse à dents, à cause du saignement des gencives, le coupe-ongle, qui souvent sert pour toute la famille, le rasoir, tous ces... Par exemple, la brosse à dents, même si on ne voit plus de sang dessus, si le sang il est rincé, le virus il reste dessus et il reste actif sur un objet en dehors de l'organisme, oui, pendant une semaine. N'oubliez pas que le virus de l'hépatite B, il est 100 fois plus contagieux que le VIH. Dans son pas contagieux, contaminant. Transmissible. Et Carmen le disait, pendant 7 jours, il peut rester revivifiable. Le virus du VIH, c'est quelques heures, et après, le virus meurt. Là, le virus de l'hépatite B, il peut rester vivant 7 jours. Donc ça, et c'est vraiment important, ce phénomène-là, parce que ça veut dire qu'on se retrouve avec des patients qui sont très angoissés parce qu'ils ne savent pas comment ils ont été contaminés. On connaît les modes de contamination, mais on ne retrouve pas toujours
à la discussion avec le patient comment le virus est rentré dans son corps. Mais il ne faut pas faire fantasmer les gens en disant il y a des modes de contamination inconnus. Non, on les connaît tous, mais on ne les retrouve pas toujours dans l'histoire du patient. Et par rapport au dépistage, est-ce qu'il faut toujours passer par une ordonnance, se rendre toujours dans un laboratoire d'analyse, ou il y a d'autres possibilités d'être dépisté de manière plus simple? Oui, il y a des centres de dépistage anonymes et gratuits, sans rendez-vous. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais en France, il y a les centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc, il y a présence de médecins. Les personnes sont vues par un médecin, ils ont les dépistages. Et bien entendu, si c'est anonyme, il faut qu'ils reviennent dans le centre pour les résultats et c'est un médecin qui les donne. Allez-y. Il y a aussi aujourd'hui la possibilité d'aller pour les 3 virus B, C, VIH, d'aller dans un laboratoire de son choix et de pousser la porte et d'avoir un dépistage unique. Ça, c'est quelque chose qu'on a obtenu grâce à la communauté des gens du VIH. En disant, je peux aller de moi-même sans passer par une prescription médicale, je vais dans un laboratoire directement. Et puis le troisième point sur lequel faut pas oublier, c'est les TROD, c'est les tests rapides d'orientation diagnostique, où plein d'associations le font maintenant. Une simple petite piqûre au bout du doigt peut permettre de savoir si le patient, en 15 minutes, est contaminé ou pas par le virus de l'hépatite B. Parfait. Du coup, le dépistage est accessible, facile, simple comme celui-là du VIH. Mais la grande différence, vous en avez déjà parlé, existe un vaccin contre l'hépatite B. Et pour avoir accès au vaccin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, j'aimerais préciser, je laisse parler Pascal après, j'aimerais préciser que le vaccin, il ne guérit pas, parce qu'il y a des personnes qui pensent que le vaccin, il guérit. Le vaccin, il est bien avant pour ne pas être contaminé. Bien sûr. Et du coup, les vaccins, c'est proposé à la population générale? Comment... Alors, le vaccin, déjà, depuis quelques années, sur la pression des associations de patients, on a rendu obligatoire le vaccin chez les nourrissons. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que progressivement, la population va vieillir et tous les enfants ont été vaccinés. Se pose le problème du rattrapage pour les adolescents. L'idéal, c'est, comme on vous a dit que c'était une transmission sexuelle, c'est de vacciner, de vérifier les choses avant l'entrée en sexualité. Donc, c'est que nos jeunes adolescents soient testés, on vérifie qu'ils sont négatifs, et s'ils sont négatifs, on les vaccine. Mais c'est soit un centre de vaccination, soit un médecin traitant qui va prescrire les vaccins pour aller les chercher en pharmacie et les réaliser. Après, se pose la question des adultes. On s'aperçoit que quand on teste des gens, quelque chose qui est important à savoir, c'est que à l'âge adulte, si vous attrapez le virus de l'hépatite B, dans 85% des cas, vous en guérissez tout seul. Donc en France, vous vous retrouvez avec quasiment, 3 millions de personnes qui ont fait déjà l'hépatite B et qui sont guéries, et 300 000 personnes qui ont une hépatite B chronique. Donc ceux-là, il ne faut pas les vacciner, ça ne sert à rien. Il faut vacciner ceux qui n'ont jamais fait l'hépatite B encore. Donc on recommande à l'âge adulte de ne pas faire des vaccins dans le vide, mais de faire d'abord une prise de sang pour savoir où j'en suis avec le virus de l'hépatite B. Je ne l'ai jamais eu, je l'ai eu et j'en ai guéri, ou je l'ai, il est chronique, et à ce moment-là, il faut que je consulte un spécialiste. Et si je ne l'ai jamais eu, on peut me vacciner pour me protéger. Et je rajouterais, la protection, elle est effective à partir du moment où il y a eu le schéma complet, pas après la première dose. Le schéma complet, c'est 3 doses. Il peut y avoir un schéma accéléré de 2 doses, mais c'est bien après le schéma complet et le temps que la dernière dose agisse. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu mieux, parce que vous avez déjà utilisé les mots, par exemple, d'une hépatite chronique, des patients qui guérissent toutes seules, et aussi... Ça complète un peu la question que je voulais vous poser. Pourquoi pas toutes les personnes qui ont une hépatite sont traitées? Ça, c'est compliqué au niveau national et au niveau international. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'hépatite chronique, active ou inactive. Contrairement à l'hépatite C ou VIH, quand vous avez le virus, de façon linéaire, il fait des dégâts, il progresse tout doucement. C'est juste une question du temps, mais il va finir par faire des dégâts dans votre corps. Le virus de l'hépatite B, il peut avoir des phases de repos, où il ne va plus rien se passer.
puis d'un seul coup, il se remet à se multiplier, et puis il peut se réendormir. Donc l'hépatite, elle peut passer par des phases de chronique inactif, le virus est là, mais il ne fait pas de dégâts, à des moments où il est actif et où il fait des dégâts. Donc dans les recommandations actuelles françaises et européennes, on met en route un traitement que chez les gens qui ont une hépatite chronique en train de s'activer. Comme le virus est en train de faire des dégâts, là on met un traitement pour bloquer le virus, comme on le fait dans le VIH, on bloque le virus et le traitement il est à prendre à vie. Mais vous comprenez bien avec ce modèle-là que le patient qui a un virus qui est endormi, on n'a aucun intérêt à mettre un traitement antiviral à ce moment-là. Ce qui est extrêmement difficile à expliquer aux patients. Vous lui dites, vous êtes malade, vous avez une infection chronique, mais vous ne nécessitez pas de traitement. Donc ça, culturellement, c'est très compliqué à comprendre. Vous n'êtes pas malade, mais il faut bien vous surveiller tous les 6 mois, parce que le virus, il peut se réveiller à n'importe quel moment. Donc c'est hyper anxiogène, et en fonction de votre représentation culturelle et sanitaire, c'est encore plus compliqué quand vous venez d'un pays africain, par exemple, ou asiatique, où les choses ne prennent pas le même sens de la maladie chronique. Mais bon, je préciserai aussi que ce qui est important de leur dire, il n'y a pas de traitement pour les personnes qui n'ont donc pas beaucoup de virus, pas de dégâts au niveau du foie, mais parce que le traitement ne guérit pas. Il permet juste pour les personnes qui ont beaucoup de virus et des dégâts au niveau du foie de bloquer la multiplication, de mettre ce virus, de diminuer le nombre, de le mettre en indétectable et de stabiliser la maladie. Mais ne guérit pas, et comme Pascal a dit, c'est à vie, parce que dès qu'on arrête le traitement, ou je rajouterais, si on ne le prend pas de façon drastique, c'est-à-dire vraiment tous les jours, le virus, il réapparaît malgré le traitement et il se remultiplie. Ça, c'est intéressant au niveau épidémiologique et au niveau santé publique. Regardez ce qu'on a fait dans l'hépatite C. On avait des traitements qui ne marchaient pas très bien, donc on ne traitait que les gens qui avaient des formes graves. Puis, quand on a eu les nouveaux traitements qui guérissaient quasiment tout le monde en 3 mois, on a dit, comme maintenant le traitement est simple, on va traiter aussi les gens qui ont des formes pas graves. On ne va pas laisser des gens avec un peu de virus, puisqu'on peut les guérir. Oui. Donc l'enjeu aujourd'hui de l'hépatite B, c'est que nos recommandations aujourd'hui, elles portent avec un traitement à vie qui marche, mais qu'il va falloir prendre à vie. La question demain, c'est si on a des traitements nouveaux qui permettent d'obtenir des guérisons, est-ce qu'on va revoir nos recommandations pour traiter plus de gens ? Et ça posera bien sûr la question de la solidarité Nord-Sud, parce qu'aujourd'hui, la solidarité Nord-Sud, elle ne fonctionne pas elle fonctionne dans le VIH, incomplètement, mais elle fonctionne. Elle fonctionne absolument pas dans l'hépatite B. C'est-à-dire, les gens qui sont en Afrique noire ou qui sont en Asie du Sud-Est, ils ont des taux colossaux d'hépatite B et donc des taux de cancer du foie, et ils ont du mal à accéder au traitement. Et à propos des traitements, vous avez dit plusieurs fois, on ne guérit pas d'une hépatite B chronique. En revanche, dont on a entendu parler ces dernières années, c'est justement qu'il y a un espoir de guérison fonctionnelle. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un peu ce concept et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ces médicaments? Alors, j'explique comment les patients le comprennent. Ensuite, je laisse parler le médecin. Alors, pour les patients, la guérison fonctionnelle, c'est bien négativer le virus, qu'il soit indétectable. Il faut que l'antigène HBS, ça c'est quelque chose qui vient du virus, soit négatif. Lorsqu'il y a ça, il y a guérison. Mais elle est fonctionnelle parce que dans les cellules du foie, il reste une partie infime du virus. Le réservoir. C'est pour ça que réservoir, et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de guérison complète. Mais ça peut bien faire espérer pour les prochaines années aussi. La guérison complète, personnellement, je ne sais pas si on veut détruire ce qui reste dans la cellule hépatique, on détruit la cellule hépatique avec. Or, si les cellules hépatiques sont détruites, il n'y a plus de foie. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur et essayer d'expliquer les choses. Le virus de l'hépatite B est un virus à ADN. C'est pas la même chose qu'un virus à ARN comme l'hépatite C qui passe dans la cellule, qui se multiplie et qui ressort. Le virus à ADN, il rentre dans la cellule, il va dans le noyau cellulaire et il s'intègre au patrimoine génétique du patient.
il va couper la double hélice d'ADN, enfin les chromosomes, avec des petits ces ciseaux, il coupe, il se rentre dedans, il referme la fermeture éclair et on le voit plus. Sauf qu'en faisant ça, il est intégré dans votre patrimoine génétique à vous et il va pouvoir activer des gènes qui vont favoriser le cancer du foie, par exemple. C'est pour ça que les médecins ne veulent pas parler de guérison. Ils parlent de guérison fonctionnelle. On fait disparaître le virus, mais il y a du matériel génétique qui a été intégré et qui peut quand même aboutir à des cancers. Donc, l'étape d'après, c'est d'arriver à avoir des... techniquement, c'est au point. On peut avoir des ciseaux qui vont aller reconnaître l'endroit dans le génome où s'est intégré votre virus. On va découper votre génome, l'enlever et refermer votre génome pour faire retirer la particule virale qui avait été intégrée. Ça, c'est le futur. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça nous semble être des coûts faramineux. Et vu le nombre de millions de gens qui sont porteurs de l'hépatite B, on ne voit pas bien comment on pourrait faire. Mais peu importe, ça veut dire que c'est à portée de tête pour l'instant. On y pense, on sait que ça va être possible. Mais c'est important de pouvoir parler de guérison fonctionnelle. Et ce qui est drôle, c'est que ceux qui ont besoin du mot guérison, c'est les malades. Les médecins ont toujours pris, que ce soit dans le VIH, on parlait de restauration immunitaire. Parce qu'on ne voulait pas dire guérison, parce que le virus était toujours là. Dans l'hépatite C, on parlait des répondeurs virologiques soutenus. C'était le virus qui répondait, ce n'était pas le patient. C'était drôle. Et là, on parle de guérison fonctionnelle. Et alors que le patient, il vient vous poser la question, pour moi, ça marche ou ça ne marche pas? Le traitement, il est efficace ou il n'est pas efficace? Donc, il faut qu'on aille secouer le corps médical pour l'obliger à répondre au mieux aux questions des patients. Oui, le risque de cancer, il reste, mais... avec les guérisons fonctionnelles, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se passer à faire. Ça peut très bien être guéri pendant quelques années, tout d'un coup réémerger. On sait très bien, là je dis, Pascal me corrigera, mais que les traitements par chimiothérapie peuvent réactiver. Alors est-ce que dans le cas de guérison fonctionnelle, est-ce que les traitements par chimiothérapie pourront aussi réactiver ce qui reste dans ces cellules? Ce sont des questions qui restent. Ce qui est sûr, c'est que les patients doivent être surveillés. Les patients, on est sur une maladie chronique et il faudra toujours surveiller les gens. Donc il ne faut pas dire j'ai pris un traitement, je suis guéri et je disparais. Non, il faut dès le début dire aux patients quoi qu'il arrive, on aura besoin de vous voir régulièrement, de faire une surveillance pour ne pas avoir des effets inattendus. Quand par exemple une personne a les virus inactifs et il survient un cancer, par exemple, ça c'est une situation dans laquelle on passe au traitement aussi pour l'hépatite B, quand il y a une autre maladie qui se rajoute? Alors quand on a des chimiothérapies qui vont faire baisser l'immunité, puisque quand quelqu'un a une hépatite B inactive, ça veut dire que son système immunitaire met en équilibre, n'arrive pas à se débarrasser du virus, mais arrive à le contrôler. Si à ce moment-là, je mets une chimiothérapie qui fait baisser mon système immunitaire, alors le virus, il va en profiter pour se multiplier. Et on s'est rendu compte, dans les années qui viennent de se passer, que certaines chimiothérapies étaient des catastrophes et faisaient exploser les hépatites virales. Donc maintenant, avant de commencer ces chimiothérapies-là, on fait systématiquement une recherche du virus de l'hépatite B. Et s'il est positif, on met, vous avez raison, un traitement pour bloquer le virus, pour être tranquille et pouvoir faire la chimiothérapie. Et le deuxième cas de figure où une hépatite B inactive, ou dite inactive, peut se réactiver, c'est en cas de grossesse. En cas de grossesse, une personne qui a une hépatite B inactive, l'immunité elle est sollicitée, elle sera surveillée un peu plus intensivement par rapport à l'hépatite, pour que les médecins puissent agir si elle bouge. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la comorbidité VIH-VHB? Parce que c'est des cas, notre public, qui arrivent souvent à notre public, c'est un public de personnes, surtout d'Afrique subsaharienne, qui ont les deux infections. Alors, pour répondre à ça, je vais reprendre une anecdote historique comme j'ai fait tout à l'heure. Et là, c'est exactement le sens contraire. Les co-infectés VIH-VHB ont inventé les traitements. Des patients qui avaient un VIH et une hépatite B, à une époque, ils avaient de la lamivudine, ça s'appelait de l'épivir, qu'on donnait à 150 mg matin et soir.
Et on donnait de l'épivir pour bloquer le VIH, ça marchait. Et les médecins se sont aperçus que pendant qu'on donnait de l'épivir, le virus de l'hépatite B, la charge virale de l'hépatite B baissait aussi. On a arrêté l'épivir, la charge virale remontait. Et on s'est dit, mince, on donne de l'épivir sur le VIH, mais visiblement, ça fonctionne aussi sur l'hépatite B. Eh bien, on a découvert que la lamivudine était efficace sur l'hépatite B, et on en a fait un médicament de l'hépatite B, et on s'est rendu compte que 100 mg suffisait, alors que dans le VIH, c'est 300, et ça s'appelle le Zeflix à 100 mg. Donc, on est exactement dans le phénomène inverse. C'est grâce à la communauté des gens qui ont infecté VIH, VHB, qu'on a découvert les premiers traitements antiviraux pour l'hépatite B. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand on a une co-infection B-VIH, tout est pire. Parce qu'effectivement, il va falloir trouver des molécules qui bloquent les deux virus. Parce que si je bloque que le VIH, je risque de faire exploser l'hépatite B. Et donc, il faut qu'on ait... Et aujourd'hui, on a des molécules qui sont efficaces sur les deux virus. Donc, on a le souci, quand on est face à des patients infectés, de tester génotypiquement la sensibilité des virus et de mettre des molécules qui soient compatibles avec les deux. En fait, il faut les traiter ensemble, pas faire deux choses séparées. Exactement. Et là, j'aimerais préciser quelque chose. Justement, dans les traitements pour le VIH, il y a une molécule de l'hépatite B qui fait partie du traitement. Mais parfois, les personnes qui ont ces traitements croient qu'elles sont protégées contre le virus de l'hépatite B parce qu'il y a une molécule dedans, alors qu'elles ne sont pas protégées. Il faut quand même la vaccination. Et il y a eu une période où les personnes ne voulaient plus se vacciner contre l'hépatite B parce qu'elles disaient elles se croyaient protégées parce qu'il y a une molécule de l'hépatite B qui est dans leur traitement. Or, la molécule, elle est là pour traiter, pas pour prévenir. Et c'est dans le cadre de la période Covid où j'ai personnellement découvert ça, qu'il y avait des personnes qui avaient arrêté la PrEP, par exemple, et qui se sont retrouvées après avec une hépatite B, elles ne comprenaient pas. Or, pendant qu'elles prenaient leur traitement, l'hépatite B, même si elles étaient contaminées, elles ne pouvaient pas se développer. Mais une fois qu'ils arrêtaient ce traitement, l'hépatite B émergeait. La phrase que j'ai dit ça, c'est « Il n'y a pas de PrEP pour l'hépatite B, il y a un vaccin, servez-vous du vaccin ». Oui. Oui. Et quand on est on vit déjà avec une hépatite B, est-ce qu'il y a une manière pour préserver son foie, même vivant avec une hépatite B? Des stratégies, des conseils? Oui, une hygiène oui, alimentaire. Éviter le gras, le trop de sucre, parce que le trop de sucre se transforme en gras. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'alcool surtout, les boissons sucrées, qui sont souvent très consommées, que ce soit le Coca-Cola ou les sodas, peu importe, les boissons sucrées. L'alcool de toute façon, parce que l'alcool à lui seul peut provoquer une hépatite. Donc si vous rajoutez de l'alcool à quelqu'un qui a déjà une hépatite, ça va aggraver le tout. Ensuite, il y a aussi boire ce que souvent les personnes ne font pas attention, combien de liquide elles prennent par 24 heures. Il faut au minimum boire 1,5 litre de liquide, que ce soit de l'eau, des tisanes, des thés, mais boire pour éliminer. Et avoir un minimum, une petite activité physique, ne serait-ce que la marche, un peu bouger, mais oui, surtout faire attention aux graisses et au sucre. Et alors, ce que tu vois, Carmen, qui pour moi, en tant que médecin, est hyper important, c'est attention aux médicaments. On a plein de médicaments qui sont toxiques pour le foie, comme le paracétamol, par exemple. Mais on a des antibiotiques qui peuvent être toxiques. On a des traitements du VIH qui peuvent être toxiques aussi. Donc, en fait, le principe, c'est pour moi, l'hygiène de vie, complètement d'accord avec Carmen. Le premier truc, c'est vous grossissez pas, qualité de vie, vous consommez le moins d'alcool possible. Mais surtout, on fait un bilan précis de l'état de votre foie et on en discute avec son médecin pour dire comment je peux préserver mon foie. Et là, ça va être intéressant parfois de checker les médicaments, de voir si on peut pas les changer pour des médicaments qui passent pas par le foie et qui vont permettre d'économiser la fonction hépatique. Et enfin, j'ai envie de dire, le médecin pourra avoir un discours plus
complaisant avec quelqu'un dont le foie est en bon état. Si par contre on a quelqu'un qui est au bord de la cirrhose, on va lui dire là il faut absolument éviter le passage en cirrhose. Donc c'est 0 alcool, perdre du poids, faire attention au sucre. Vous voyez, on va être beaucoup plus incisif, quoi. Et je pense que l'hygiène de vie de quelqu'un qui a une hépatite B repasse par le dialogue construit avec un médecin en ayant fait un bilan lésionnel. Où en est mon foie, dans quel état je suis. Il ne faut pas non plus faire culpabiliser le patient qui va faire un barbecue et boire une bière ou un verre de rosé. Si son foie va bien, ça peut le supporter. Et on retombe dans les recommandations de Monsieur Tout-le-Monde, 2 verres par jour et pas tous les jours. Mais si on a une forme grave, à ce moment-là, on surveille et on serre la vis et on fait très attention. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose, l'hygiène de vie, mais ça on l'a bien connu dans le VIH et on a des comportements de réduction des risques. Et il y a une RDR, hépatite, j'ai une hépatite B, comment je peux faire attention à faire en sorte que mon foie aille le plus loin possible avec moi. Donc il faut avoir une stratégie de réduction des risques et en rencontrant un médecin et en discutant. Par rapport aux médicaments, nous conseillons toujours aux patients de ne pas prendre de médicaments sans l'avis du médecin. Même pas un Doliprane. Même pas un Doliprane. Non, même pas un Doliprane. Ou s'il prend du Doliprane, comme il a été prescrit, parce que souvent ils l'ont parce qu'ils ont eu une prescription, il ne faut pas le prendre de façon anarchique. Et personnellement, je conseille de prendre par 500 mg et pas 1 gramme en une fois. Il vaut mieux prendre 500 mg toutes les 4 heures qu'1 gramme toutes les 12 heures. Mais pas en prendre plus. Et de façon générale, je dis surtout ceux qui ont des traitements aussi, pour que le médecin voit si le médicament qui leur a été prescrit ou qu'ils veulent prendre soit compatible avec le traitement qu'ils ont. Et au début, vous avez parlé de la stigmatisation qu'il peut y avoir sur une personne porteuse de l'hépatite B. Du coup, on peut voir les ressemblances encore une fois avec les VIH. Mais depuis que vous êtes, en tant qu'association des patients, vous avez vu une amélioration de cette stigmatisation ces dernières années, ou vous trouvez que c'est juste peut-être les cibles sont changées, des toxicomanes aux migrants, et on parle toujours de stigmatisation, ou il y a une évolution quand même, à votre avis? Il y a peut-être une évolution dans la façon de voir des personnes qui sont atteintes, mais non, il n'y a pas tellement d'évolution par rapport à la stigmatisation. Personnellement, je ne trouve pas. Il y a toujours encore des situations lorsque des parents qui, par peut-être honnêteté, oui, le signalent dans le milieu scolaire. Ça prend des proportions après qui sont disproportionnées. Il vaut mieux ne pas le dire aux médecins scolaires, oui, mais pas au personnel. Les enfants sont mis de côté. Du point de vue professionnel, c'est pareil. Il vaut mieux ne pas le dire. Alors, au médecin de travail, oui, mais pas à l'employeur. L'employeur n'a pas besoin de savoir, il n'est pas médecin. Alors moi, je compare ça à d'autres pathologies. Je dis, si une personne elle a une hypertension ou du diabète, elle va pas aller chez l'employeur et dire j'ai une hypertension, un diabète. Pourquoi elle dirait qu'elle a une hépatite B? C'est une maladie. L'essentiel, c'est qu'ils la connaissent, qu'ils la soignent, qu'ils restent dans le suivi. Ils le partagent avec le médecin de travail, mais c'est tout. Il n'a pas besoin de le dire. Non, je pense qu'on est passé d'une stigmatisation sur la sexualité des patients qui avaient des partenaires multiples, or que c'est pas forcément la problématique. On est passé aussi par la stigmatisation des toxicomanes. Aujourd'hui, l'hépatite B, on l'associe aux migrants. Et c'est vrai que les médecins nous disent les derniers cas d'hépatite B, c'est les migrants, j'en ai vu plein, parce qu'ils viennent de pays où il y a beaucoup plus d'hépatite B. Mais l'idée de dire attention, c'est les gens qui sont migrants et qui nous amènent des maladies, ok, je veux bien qu'on discute de la tuberculose, mais l'hépatite B, je m'en fous, on est vacciné. Donc je n'ai pas peur du migrant avec l'hépatite B, puisque nous, on est protégés et on propose de vacciner tout le monde. Donc vous voyez, il n'y a pas de débat possible pour moi sur la stigmatisation. Alors en disant ça, je renvoie pour d'autres maladies, oui, on peut en parler.
On pourrait parler de la tuberculose, par exemple. Mais je suis en colère contre ce raccourci qui consiste à utiliser l'hépatite B pour stigmatiser les migrants. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter pour conclure cette présentation de l'hépatite B? Est-ce qu'il y a d'autres hépatites qui pourraient rentrer dans ce débat? Déjà au début, j'avais repris Pascal sur le contagieux. Alors ça, c'est très important de dire aux patients que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Elle est contaminante, parce que contagieuse, c'est on est dans la même pièce, on se serre la main, et c'est souvent les croyances qu'ils ont qu'on peut l'attraper rien qu'en étant en présence d'une personne, alors que c'est contaminant. Il faut un contact direct par les relations sexuelles ou de sang à sang. Ça aussi, quand ils comprennent qu'il faut que le sang malade touche le sang de la personne saine, si le sang touche une peau saine, il n'y a pas de contamination. Oui, le sang de la personne malade doit toucher le sang de la personne qui n'est pas malade. Autrement, il n'y a pas de contamination. Et c'est pareil pour la brosse à dents, c'est un saignement des gencives. Si une autre personne par mégarde la prend et que ne saigne pas des gencives, elle ne va pas être contaminée. Sauf si elle saigne également des gencives, il y a échange de sang. Il faut vraiment qu'il y ait échange. Il faut insister sur ça parce que ça rassure les personnes qui ont parfois même peur de cuisiner. Une maman qui a peur de cuisiner pour ses enfants parce qu'elle a découvert qu'elle a réactivé son hépatite, c'était une catastrophe. Elle chargeait l'aîné de faire les repas pour les plus petits et elle s'est isolée parce qu'elle ne savait pas. À partir du moment où elle avait compris qu'il faut cet échange de sang direct, elle a dit c'est bon, je peux cuisiner. Mais et c'est dans l'esprit des personnes, surtout des personnes qui viennent de l'étranger, qui ont ça en tête parce que et il y en a beaucoup qui sont rejetés de leur famille quand on leur annonce une hépatite B. Imaginez aujourd'hui, dans le milieu carcéral, vous pouvez avoir 7, 8 patients, 9 personnes dans la même cellule. La gravité de dire il y en a un d'entre vous qui a une hépatite B, il faudra faire attention. Et donc, du coup, c'est hyper important de proposer le dépistage à toute personne qui rentre en prison et la vaccination pour se protéger. Mais l'hépatite B est une véritable problématique en milieu carcéral, clairement, de par sa transmissibilité largement supérieure au VIH, par exemple. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est les associations de VIH qui nous l'ont appris, mais chaque patient porteur d'un virus, il doit être acteur de sa prévention. On se souvient de cette vieille campagne du VIH, le virus ne passera pas par moi. Je suis acteur, j'arrête l'épidémie parce que je suis conscient et je ferai en sorte que ça ne contamine personne. Et bien nous, c'est ce qu'on défend avec l'hépatite. On n'a pas à mettre des isolements, des choses comme ça, on a à responsabiliser le patient. Vous pouvez ne pas le dire à vos collègues, mais vous connaissez parfaitement les modes de transmission. Donc si à un moment, je me casse la figure, je saigne, et qu'un collègue veut me venir en aide parce que j'ai un cran à la tête et que j'ai du sang partout, alors là, le patient peut dire « mets des gants ». Protège-toi parce que tu as peut-être des plaies sur les mains, etc. Mais vous voyez, c'est important que ce soit le patient qui soit responsable de la prévention et que ce ne soit pas l'entourage. Et ça, il n'y a qu'en faisant comme ça qu'on peut admettre de dire chaque patient est responsable, donc on n'est pas obligé de dire et la maladie ne progressera pas, l'épidémie ne progressera pas. Au monde, il y a 3 à 5% des patients qui n'ont pas une hépatite B simple, ils ont une hépatite B plus delta. L'hépatite delta, c'est un virus qui est déficitaire. Il lui manque des enzymes pour se multiplier. Donc c'est le coucou qui sait faire de nid et qui va pondre ses œufs dans le nid d'un autre. Et bien, le virus de l'hépatite delta, il vient chez quelqu'un qui a déjà une hépatite B et il va utiliser les enzymes de l'hépatite B pour se multiplier. Et en fait, quand vous avez une hépatite B plus delta, vous avez 9 fois plus de cancer, vous avez plus de cirrhose, ça va plus vite. Donc, tout est beaucoup plus grave. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que si vous êtes vacciné contre l'hépatite B, vous ne pouvez pas attraper l'hépatite delta. Par contre, toute personne qui a une hépatite B doit un jour se poser la question, est-ce que je n'ai pas une delta associée? Donc, on dit, et ça, les médecins l'oublient parfois, toute personne porteur d'une hépatite B chronique doit avoir eu au moins une fois un dépistage de l'hépatite delta pour voir si elle n'est pas
surinfectés, co-infectés par une hépatite B plus delta. Jusqu'alors, on n'avait pas de traitement pour l'hépatite delta. Là, aujourd'hui, on a des nouveaux traitements qui arrivent depuis quelques années. Donc, c'est des patients qu'on va pouvoir traiter et qu'on va pouvoir stabiliser en bloquant la multiplication et du virus de l'hépatite B et de l'hépatite delta. Donc, il y a d'énormes progrès de fait qui, malheureusement, aujourd'hui, sont beaucoup plus facilement accessibles dans les pays riches que dans les pays en voie de développement. Mais c'est des choses dont on a envie de parler, mais qui sont contre-productives parce que ça complique les messages, ça fait peur aux gens, et donc c'est difficile d'en parler. Donc nous, on a essayé de parler de l'hépatite delta dans le sous-groupe des gens qui ont une hépatite B. Vous avez une hépatite B, pensez à la delta, mais de ne pas en parler à la population générale parce que ça complique les messages. Et ce sont deux virus différents, donc il y a deux traitements. Et les modes de contamination sont les mêmes. Et une personne qui peut avoir une hépatite B depuis longtemps peut être contaminée, tout comme elle peut être contaminée en même temps par les deux. Et avant de se quitter, déjà je vous remercie vraiment pour votre expertise et votre clarté. Vous êtes quand même de base une association de patients. Est-ce que vous voulez envoyer un message? De quoi vous aurez besoin? Sûrement de plus de financement, mais est-ce que vous avez besoin aussi de bénévoles qui vous rejoignent? Et comment on peut vous retrouver? C'est quoi la chose à suivre pour vous soutenir, SOS Hépatite? Carmen? Des bénévoles, oui, de toute façon, il faut des mains pour pouvoir faire des actions, des actions de terrain pour sensibiliser les personnes, pour faire des dépistages. Parce que pour faire des dépistages, il faut des bénévoles, ça peut aussi être des salariés, mais il faut être formé. Et plus il y a de dépistage, plus on sensibilise de personnes, parce qu'en même temps que les dépistages, il y a un entretien de réduction des risques. C'est pas seulement on vous dépiste et est-ce que vous avez ça ou ça, il y a en même temps un entretien pour sensibiliser. Donc plus ça, ce sera fait. Maintenant, des soutiens financiers, oui, on en a besoin aussi. Sans soutien financier, on ne peut pas fonctionner. Alors, ce qui est drôle, je rajouterais une vision très politique des choses et très sociétale. Le virus de l'hépatite B a été connu quasiment 25 ans avant le virus du VIH. On a tous connu l'épidémie du VIH qui a cristallisé l'engagement citoyen, qui a remis le patient au centre de sa réflexion politique, de la démocratie sanitaire. Quand SOS Hépatite s'est créé sur l'hépatite C, on était dans le même modèle. Des gens se sont retrouvés en association pour échanger sur l'hépatite C. Pourquoi ça n'a jamais fonctionné dans l'hépatite B? Le virus de l'hépatite B, il était connu depuis 25 ans et la communauté n'a jamais pris. Moi, j'interpelle les sociologues en disant pourquoi la communauté de gens à l'hépatite B ne fonctionne pas. Le seul endroit où elle fonctionne, c'est aux États-Unis, dans la communauté asiatique. La communauté asiatique atteinte d'hépatite B, où là, les gens se sont portés en association. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas. Et il a fallu qu'SOS Hépatite, qui était né sur l'hépatite C, dise dans un deuxième temps, on va s'occuper aussi de l'hépatite B. Et des gens comme Carmen nous ont rejoints, etc. Et je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est de la parole des gens. C'est que des gens disent, moi j'ai une hépatite B, et j'ai envie que les autres comprennent, j'ai envie d'expliquer, j'ai envie de partager. Et pour autant, on constate que les gens qui ont une hépatite B disent rien, vont aux soins. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est compliqué, contrairement au VIH, il y a beaucoup de choses à comprendre. Les hépatites chroniques inactives ou actives, c'est parfois compliqué. Mais notre boulot à SOS Hépatite, c'est de faire des formations, d'accompagner les gens. On le fait. Donc, bien sûr, on a besoin de bénévoles. Bien sûr, on a besoin de financement pour nous aider à compenser le retrait des financements publics dont on souffre tous dans le milieu associatif. Bien sûr, on a besoin de bénévoles aussi qui vont faire des actions de dépistage. On a parlé des TROD qui aujourd'hui peuvent être faits par des bénévoles. Nous, on s'engage à former les bénévoles à faire des TROD et aller dans des foyers de migrants en leur proposant de faire des tests de dépistage sans passer par la prise de sang, mais juste en faisant un TROD et de tout de suite discuter avec quelqu'un qui va savoir de quoi il parle parce qu'il connaît bien l'hépatite B. C'est une stratégie qui est gagnante pour tout le monde. Mais ça nécessite du temps, des moyens et des envies. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de ça, ils sont les bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre, donc soshépatite.org ou le numéro de téléphone et la ligne verte qui figure sur le site.
Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Aujourd'hui, c'est le moment du deuxième épisode du Vivante, notre chronique portée par Christophe Marté, président de Vers Paris sans sida. Il est consacré à la situation des étrangers vivant avec une pathologie grave, dont le VIH, est visé par une OQTF. Vivante, une chronique pour parler à haute voix. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une situation qui me révolte, celle des étrangers atteints de maladies chroniques dont le VIH, qui vivent en France mais qui voient aujourd'hui leur droit au séjour remis en cause. C'est un retournement après des décennies de combat pour ces droits. Il y a plus de 30 ans, entre 92 et 93, Acte Paris avait élaboré des mesures d'urgence contre le sida. La 15e mesure exigeait l'arrêt immédiat des expulsions des étrangers malades, ainsi que l'accès à un titre de séjour, à une autorisation de travailler et à l'intégralité des droits sociaux. Ce n'était pas gagné. Je me souviens aussi de nos actions dans les aéroports dans ces années-là. Avec d'autres associations, nous avions fondé le collectif ADMEF, Action pour les droits des malades étrangers en France. Nous allions sur le terrain pour empêcher physiquement les expulsions. Pas toujours avec succès, hélas. Ces actions permettaient toutefois de médiatiser ces affaires et de faire avancer le plaidoyer. Renvoyer des personnes gravement malades vers des pays où les soins sont inexistants, c'était bien souvent les condamner à mort. Une violation flagrante de l'article 3 de la Convention européenne des droits humains qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Il y a 30 ans, le 17 juin 1996, lors du second SIDAction, devant des millions de téléspectateurs, j'avais poussé un coup de gueule. Une femme originaire du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, devait être expulsée. Elle avait des enfants en France. Elle vivait avec le VIH. Grâce à cette mobilisation, Marie-Louise n'a pas été expulsée. Et surtout, son cas a placé la question des étrangers malades sur la place publique. En 1998, la loi Chevènement a enfin permis l'obtention d'un titre de séjour pour soins. Une victoire, mais aujourd'hui menacée. Depuis quelques années, et plus encore récemment, nous assistons à un recul inquiétant. Les OQTF, obligation de quitter le territoire français, pleuvent sur des personnes vivant avec le VIH, parfois depuis des années, avec un traitement, un logement, une famille, un travail. Du jour au lendemain, leur vie bascule. En 2024, j'ai retrouvé cet article de Transversal, la revue de SIDAction. 14 personnes vivant avec le VIH et 2 atteintes d'hépatite virale avaient reçu une OQTF, rien qu'à l'association ARCAT. Comme le souligne Nicolas Dersch, son directeur, dans l'article de Transversal, je cite « D'un côté, il y a des refus de premier titre de séjour pour raison médicale qui plongent les personnes dans l'insécurité. De l'autre, des refus de renouvellement qui créent des situations dramatiques. » Fin de citation. L'année dernière, Vers Paris sans sida avait réuni les associations autour du projet Battante pour construire un nouveau plaidoyer sur le VIH. Toutes ces associations avaient signalé la multiplication des OQTF. L'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie ses refus de titres de séjour pour soins en s'appuyant sur des arguments comme « les traitements existent dans les pays du Sud ». Mais une personne sous traitement en France n'a aucune garantie de le retrouver ailleurs. Sans parler des comorbidités, hépatite, cancer, etc., souvent non prises en charge dans les pays d'origine. Et comme si cela ne suffisait pas, les étrangers doivent désormais passer par la plateforme dématérialisée ANEF pour leur demande de titre de séjour. Un parcours du combattant numérique. Des bugs, des impossibilités de se connecter, des délais interminables font qu'il y a des dysfonctionnements qui coûtent très cher aux personnes, avec perte de droits, rupture de soins, précarité. Le Conseil d'État a d'ailleurs enjoint l'État, le 5 mai 2026, à garantir un accès normal à ce service public. Le Conseil d'État a aussi rappelé que toute personne en attente de renouvellement doit recevoir une attestation temporaire pour préserver ses droits. Alors oui, il faut un moratoire, il faut cesser les OQTF pour les personnes atteintes de pathologies graves. La gestion de ces demandes de titre de séjour doit revenir au ministère de la Santé et non à l'OFII. Et il faut exiger que l'ANEF fonctionne correctement. La mobilisation continue.